Bonjour, je m'appelle Elsa Loiseau, je me présente, je suis avocate depuis 2015 et j'exerce exclusivement en matière pénale, c'est-à-dire dès qu'il y a une infraction qui a été commise ou qui est susceptible d'avoir été commise. Pour vous dire un mot peut-être de ma profession, qui est singulière mais passionnante, d'abord le métier d'avocat c'est un métier très technique, parce qu'en réalité c'est pas évident d'appliquer le droit. Dans tout ce qui est la définition des infractions, chaque mot peut être soumis à interprétation et appliquer le droit, notamment en matière pénale, c'est parfois contre-intuitif. C'est aller à l'encontre parfois totalement des émotions ou de l'équité. Et pourtant, cette application, elle doit être faite de manière très, très stricte, parce que c'est quand même la base de notre contrat social, d'appliquer le droit et du vivre ensemble, et c'est ce qu'on fait un peu dans notre quotidien. Dans ma profession, au-delà du caractère très technique, il y a aussi assurément une dimension humaine, empathique et psychologique très forte. Les gens que j'accompagne, les gens qui viennent me voir, qui passent la porte de mon bureau, sont par définition dans un temps de souffrance, dans un temps où ils sont en détresse, dans un temps de vie compliqué. Ils viennent me voir pour me confier ça. Il y a un rapport humain, psychologique avec eux très fort, parce qu'ils sont en détresse. Moi, ils me connaissent pas. Je suis une professionnelle du droit, certes, mais il faut réussir d'abord à établir un lien de confiance, parce qu'ils vont devoir suffisamment me faire confiance et avoir confiance en mon regard bienveillant pour me confier un bout de leur intimité, de leur histoire, de leur souffrance et de leurs craintes. Et puis ensuite, suffisamment me faire confiance pour écouter ce que j'ai à leur dire et suivre les conseils que je peux leur donner, qui sont parfois compliqués parce qu'ils correspondent pas nécessairement à l'idée qu'ils se seront fait de la justice ou de ce qu'ils peuvent attendre de cette justice. Ça, c'est le troisième, je dirais, volet et la technique, l'humain de ma profession, c'est l'éthique qui est primordiale, puisque moi, accompagner quelqu'un, c'est le protéger, c'est le conseiller, et dans un certain nombre de cas, conseiller les gens, c'est venir leur dire des choses qu'ils n'ont pas envie d'entendre ou qui vont être compliquées à entendre pour eux. Et c'est parfois, notamment, refuser de les accompagner quand on estime que cet accompagnement serait une erreur pour eux et dans leur vie. Ce qui est fantastique, c'est que mon quotidien, en réalité, il mélange toutes ces facettes en permanence. C'est un métier de passion, c'est un métier qui est aussi éprouvant, qui demande une certaine énergie, parce que accompagner quelqu'un, c'est vraiment se mettre aux côtés de lui, c'est prendre un bout de ce qui lui arrive un peu avec nous, pour essayer de le comprendre au mieux. Ça, c'est globalement mon métier et ma profession en matière pénale. Le harcèlement par rapport à tout ça, c'est une infraction qui est très intéressante parce qu'elle est clairement au cœur de cette conjonction d'éléments qui font ma pratique professionnelle. Le harcèlement, sous l'apparence d'une définition très large et très simple, c'est en réalité une infraction très technique. Et ça, les gens l'ignorent souvent. Une infraction dans laquelle chaque terme qui va la définir est soumis à interprétation, à débat. Et c'est quelque chose, en réalité, pour caractériser l'infraction, c'est quelque chose qui peut être compliqué. On a un rapport de force dans une infraction de harcèlement qui est évidemment beaucoup plus psychologique que physique. Et si on veut éviter les caricatures, on n'est pas toujours dans des situations où on a d'un côté le vilain pervers qui veut faire du mal et de l'autre la victime qui subit ces agissements. C'est beaucoup plus compliqué que ça en réalité, beaucoup plus complexe, parce que ça va dépendre de la fragilité de la personne qui subit des faits, en tout cas qui ressent qu'elle subit des faits qui la mettent en souffrance. Ça va dépendre de sa fragilité, de son caractère, de la situation, d'un contexte. Ça va dépendre aussi parfois, et ça c'est humainement très compliqué, hein, parce que c'est fait plein de nuances, mais de la conscience de celui qui agit sur le fait qu'il fait du mal, parce que harceler, c'est vouloir atteindre quelqu'un. C'est pas simplement faire des choses qui ont pour conséquence de blesser, c'est faire ces choses dans le dessein d'atteindre quelqu'un psychologiquement. Dans notre profession, souvent on parle de sale infraction pour le harcèlement, parce que objectivement, faire en sorte d'atteindre quelqu'un psychologiquement, de le blesser, de le fragiliser, on est sur un terrain vilain. Il y a un effet un peu propre à ces nouvelles infractions, entre guillemets, qui est un effet d'appel, qui fait qu'on a une multiplication de dénonciations et de dossiers. Alors c'est très bien du point de vue de la libération de la parole pour les victimes qui sont harcelées, parce qu'on est clairement sur des infractions hautement destructrices. Alors de ce point de vue-là, c'est une très bonne chose. Et en même temps, il y a un peu un travers de ça, c'est que les gens qui viennent nous voir nous décrivent régulièrement des faits, soit
qui peuvent être des faits difficiles et qui assurément les font souffrir, mais ne caractérisent pas une infraction de harcèlement. Et donc il y a un delta, c'est des gens qui tombent un peu des nues quand on leur dit alors j'entends votre souffrance, mais là on n'est pas sur le terrain pénal, on est sur autre chose, on est sur un conflit violent, mais on n'est pas sur le terrain pénal. Il y a ça d'une part, et la multiplication de ces dénonciations, ça se confronte aussi malheureusement au manque de moyens de notre justice. Et au fait que au tribunal judiciaire de Marseille, il faut avoir conscience que par semaine, il y a 1500 plaintes qui sont déposées entre les mains du procureur et donc il y a un délai de traitement qui est énorme et un manque de moyens qui fait qu'en termes de recherche de preuves, on est très limité. Toutes ces considérations font qu'il y a un vrai delta. Il y a deux types de delta. Le premier delta, c'est entre le ressenti d'une personne sur ce qu'elle subit et le caractère infractionnel. Parfois, on vient leur dire, c'est ce que je vous disais, que ça constitue pas une infraction. Et dans les cas où ça constitue, à notre sens, juridiquement, effectivement, ce qu'on nous décrit, on est dans le délit de harcèlement, il y a un autre delta qui va exister malheureusement souvent, c'est le fait de pouvoir prouver ces faits-là. Et on arrive malheureusement régulièrement, mais c'est l'application de notre droit, stricto sensu, à des faits qui sont pas suffisamment prouvés et qui donc conduisent à un classement sans suite ou à une relaxe. Ça a été le cas récemment pour moi et c'est des moments qui sont toujours difficiles dans notre profession d'avocat. J'accompagnais une jeune fille qui était harcelée au collège de façon très violente par un groupe de collégiens, avec en plus un effet de groupe, donc quelque chose, je pense, qui se démultiplie en termes de violence sur les réseaux sociaux. Ce qu'elle subissait était terrible. Elle était en très grande détresse et en très grande fragilité. Assurément, les faits qu'elle décrivait, il n'y avait aucun doute, constituaient des faits de harcèlement. Elle a déposé plainte, on l'a accompagnée, les services de police ont fait certains actes d'enquête, mais on n'a pas réussi à prouver qui était derrière ces groupes sur les réseaux sociaux où évidemment il y a des pseudos qui sont utilisés, et annoncer à cette jeune fille il y a quelques semaines que alors ce qu'elle avait subi était classé sans suite et que ça s'arrêtait là, qu'il n'y aurait pas de punition, qu'il n'y aurait personne qui serait condamné pénalement. C'était d'une immense violence pour elle, parce qu'il y a un tel delta entre la violence et l'injustice de ce qu'elle subit, le degré auquel ça la fait souffrir et l'absence de réponse. C'est particulièrement violent, et nous c'est tout ça qu'on doit prendre en compte quand on accompagne quelqu'un, parce qu'il y a des situations poussé à l'extrême parfois, où on estime plus dangereux pour la personne qu'on accompagne de la lancer là-dedans, parce que le risque qu'il n'y ait pas de suite, potentiellement, ça peut tellement la faire souffrir, qu'en réalité, c'est pas si évident de la conduire à déposer plainte. Donc c'est toutes ces choses-là qu'on doit essayer d'évaluer quand on accompagne quelqu'un. Et il y a quelque chose d'assez particulier dans notre profession, c'est que alors qu'elle a une dimension humaine incroyable, on n'est pas formé, nous, avocats, en psychologie. On suit un cursus à la fac de droit, à l'école des avocats, qui n'englobe pas cette dimension. Nous n'avons pas de cours de psychologie. C'est vous dire à quel point je suis enthousiaste à l'idée de participer à cette formation du 30 septembre, qui, j'en suis certaine, va m'enrichir dans le cadre de ma profession, de mon exercice quotidien.